Challenge vous est proposé par Cash Assurance. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Alors ce soir, nous parlerons de programmation neurolinguistique et d'hypnothérapie, des techniques qui font appel au psychisme et qui peuvent aider à tout un chacun, et notamment nos managers, à réussir ou à diriger. Je reçois pour en parler ce soir un de nos spécialistes de renom sur la place algérienne, qui va nous parler à la fois de coaching, de formation en programmation neurolinguistique et bien entendu d'hypnothérapie. Najib Mizi, bonsoir. Bonsoir Monsieur Alalouche et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être ici. Vous voyez, j'ai encore du mal à prononcer ce mot hypnothérapie, tellement j'y suis peu habitué. Alors, est-ce que vous pouvez nous identifier ce que vous faites exactement et à quoi ça sert ? Alors je vous rejoins par rapport au mot hypnothérapie, et c'est un mot avec lequel moi-même j'éprouve quelques difficultés, parce que dans hypnothérapie il y a le mot thérapie, et c'est un raccourci. La PNL n'est pas une pratique médicale, je ne suis moi-même pas médecin. Il se trouve que assez souvent lorsqu'on parle de développement personnel ou professionnel, on est face à une batterie de formations très techniques, très pointues, et on bute quand même sur la mise en place. On bute quand même sur la manière dont on est en train d'appliquer justement ces connaissances acquises en formation. On bute en fait sur le savoir-être, et le savoir-être est quelque chose de subjectif. La programmation neurolinguistique, justement, est une discipline qui s'adresse à la subjectivité, tout ce qui relève de l'émotionnel. Et il y a une énorme part d'émotionnel dans le métier du manager, dans le métier de l'entrepreneur, dans le métier du cadre. Vous pouvez être dans une entreprise où toutes les procédures sont formalisées, par exemple, et vous rendre compte que les choses ne marchent pas de la manière à laquelle vous attendriez. Vous attendriez à ce que, parce que vous avez tout formalisé, que les choses soient fluides. Et pourtant, des fois, ça grince. Ça grince parce que justement, les gens ont besoin d'adhérer justement à ces procédures, ont besoin d'adhérer, de comprendre et de s'impliquer émotionnellement dans ce cadre justement qui est posé en entreprise. L'être humain n'est pas une machine. L'être humain est un être fait d'émotions. Et c'est cette discipline justement qui permet de décortiquer les stratégies mentales, tout ce substrat émotionnel qui ensuite donne lieu à des décisions. Très bien. Alors, vous avez sans doute eu à former des chefs d'entreprise ou des gens qui se destinaient à l'être. En fait, c'est quelque chose... Comment vient ce besoin de venir vers vous pour... Comment ils identifient ce besoin? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment ils le décident d'aller vers vous et pourquoi ils y croient? Très bien. Alors, assez souvent, ce que je rencontre comme requête, c'est je suis en entreprise, je n'arrive pas à m'affirmer. Je suis à la tête d'une équipe de 10, 20, 30 personnes, je n'arrive pas à obtenir l'adhésion des gens. J'ai beau utiliser des outils pragmatiques, rationnels, carrés, ça ne marche pas. Je suis prêt à comprendre cet état de fait, parce que justement, quand vous avez une équipe de 10, 20, 30 personnes, vous avez affaire à 10, 20, 30 individus, avec un vécu, avec des inclinaisons, avec des préférences, des choses que les gens n'aimeraient pas faire. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes motivations en entreprise. Certains viennent pour la carrière, certains viennent pour le salaire, certains viennent pour s'occuper. Pour certains, le métier, le job est alimentaire. Vous avez besoin de comprendre justement ce cadre dans lequel les gens, vos interlocuteurs évoluent pour pouvoir justement vous adapter. Mais est-ce que tout le monde peut être
peut subir une bonne influence de cette formation? Est-ce que tout le monde est susceptible de devenir un bon dirigeant? Est-ce que tout le monde est susceptible de réussir? C'est une question que je me pose en permanence. Et j'aime à croire que tout le monde, effectivement, a cette capacité-là. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez toujours un penchant pour un domaine ou un autre, un penchant pour un type d'objectif ou un autre. Vous avez en fait des valeurs qui vous guident. Et c'est justement par rapport à ces valeurs-là que la PNL intervient. Lorsque je reçois des gens en coaching, par exemple, la première chose que je pars creuser, ce sont les valeurs de la personne. Quelles sont les valeurs qui font que la personne se lève le matin et croit justement en ce métier qu'elle fait. Une fois que vous avez identifié ces valeurs, vous mettez en place justement les stratégies mentales inspirées de celles de votre client pour pouvoir lui permettre de faire évoluer son action dans l'entreprise en fonction de ses valeurs en permanence. Si vous allez à contre-courant de vos valeurs, vous allez directement droit à l'échec. Et les gens qui viennent se former apprennent justement à discerner, à identifier les valeurs des gens qui évoluent autour d'eux, de manière à pouvoir les accompagner dans ce cadre-là. Alors, pour pouvoir former, vous avez été vous-même vous former ailleurs, et les formations qui vous ont été données, ce sont des formations qui sont connues mondialement, mais elles sont parfois mises en doute aussi. Bon, elles tentent de jouer sur le psychisme des personnes, mais on doute parfois de leur réelle efficacité. Effectivement. Alors, disons que le plus gros handicap en termes de réputation que traîne la programmation neurolinguistique est le fait que la PNL ne soit pas une discipline universitaire. Ça vient surtout justement de la décision des cofondateurs de cette discipline, donc John Grinder et Richard Bandler, de faire en sorte de déposer cette discipline en tant que marque. La PNL est enseignée maintenant dans plusieurs universités, mais jamais sous la dénomination PNL. On parle de neurosciences, on parle de techniques de communication, on parle de neuromarketing, mais on ne parle jamais de PNL. Si vous allez sur Wikipédia, par exemple, on vous parlera de pseudosciences. Qu'est-ce qu'une pseudoscience? C'est une discipline qui a des aspirations scientifiques, mais dont les essais, les expérimentations n'ont pas été menés sur un panel suffisamment large. Et vous partagez ce point de vue? Alors, oui et non. Pour ce que je sais, mon professeur, le créateur de la PNL, donc Richard Bandler, a effectué l'essentiel. Quand vous dites mon professeur, c'est lui-même qui vous a enseigné? Oui. D'accord. Bon. C'est un privilège que j'ai eu. Il est âgé aujourd'hui? Alors, pas aussi âgé qu'on le pense. C'est un 1950. Si vous faites le calcul, c'est quelqu'un qui a 67 ans. Donald Trump a 74 ans, je pense. Oui, mais lui, que la c'est comparaison peut-être pas est vite la faite. meilleure référence. Il gagnerait peut-être à faire de la PNL plus souvent. Mais bon, c'est vrai qu'à force de faire de la PNL, peut-être qu'on garde un esprit toujours efficace. Aujourd'hui, alors, vous formez, c'est votre profession, c'est comme ça, vous avez un cabinet, comment cela se passe-t-il? Ou bien vous donnez des formations en extérieur, en entreprise, en particulier, en cours particulier, comment j'aimerais comprendre comment vous fonctionnez. Alors, je donne des formations dans le centre de formation que je gère à Béjaïa, The Source, qu'on a ouvert avec ma femme en 2006. Je donne aussi des formations ici sur Alger. Parce que votre femme, votre épouse, elle est aussi, elle a quelle formation? Alors, ma femme est licenciée en anglais. D'accord. Et vous-même d'ailleurs? Aussi. Aussi, d'accord. Aussi. Voilà. J'ai eu un parcours un peu atypique, je le reconnais. J'ai travaillé essentiellement dans le secteur pétrolier, dans les ressources humaines et dans la formation. J'ai ensuite travaillé dans le secteur automobile. J'ai eu à gérer, j'ai été directeur général d'une concession, d'un groupe de concessions automobiles sur Béjaïa, filiale d'un gros constructeur européen, pour ne pas le nommer. Donc tout ceci vous a aidé à emprunter les chemins de l'entreprise, à voir ce qui s'y passait et à rencontrer les hommes. Et jusqu'au jour où vous rencontrez cette fameuse PNL, c'est bien cela? Exactement. Et ça a été le coup de foudre? Ça a été le coup de foudre. Alors ça a été une rencontre
plusieurs étapes. Une première rencontre avec un livre que j'ai lu quand j'étais lycéen. Et puis la parenthèse se ferme pendant un petit moment et à un moment je travaille pour une multinationale pétrolière britannique et j'étais en charge de tout ce qui était développement et c'était ce qu'on appelait du organizational capability, capacité organisationnelle. Et à un moment pendant une réunion, j'ai mon DRH qui me dit oui, tu es en train de me dire ça parce que c'est de la PNL. Et là ça fait tilt. Et je recommence à m'y intéresser, là on est en 2005, quelque chose comme ça, je recommence à m'y intéresser, je fais quelques formations prises en charge aussi par mes employeurs. Et plus tard, quelqu'un m'informe que Richard Bandler forme et certifie. Et je me dis, tiens, ça serait assez intéressant d'aller voir à quoi ça ressemble. En fait, la programmation neurolinguistique, c'est un peu un concept open source. Ça a été créé par ces deux messieurs, donc Grinder et Bandler, mais très rapidement, ça a été repris par énormément de formateurs, de développeurs. Et donc, du coup, quelquefois, vous assistez à des séminaires de programmation neurolinguistique et vous vous dites, que des fois il y a des contradictions, que quelquefois ce que vous apprenez quelque part n'est pas forcément en accord avec ce que vous avez lu dans tel autre livre. Et je me suis dit, si le créateur de la PNL se forme, autant aller chercher ça à la source. Et c'est ce que j'ai fait. Cette source qui se trouve où ça, aux États-Unis ou en Angleterre? En Grande-Bretagne et aux États-Unis. Très bien. Écoutez, on va poursuivre sur cette programmation neurolinguistique et aborder aussi l'hypnothérapie, qui est cette nouvelle technique en vogue, et notamment dans notre pays. Vous nous en direz un mot juste dans un instant, le temps de cette courte page publicitaire. Merci. Entreprises et particuliers, vous vous posez des questions sur la meilleure façon de couvrir vos biens? Ne cherchez plus. Cash Assurance vous assure un traitement personnalisé, efficace et à des prix concurrentiels. N'hésitez pas, des professionnels sont à votre écoute. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le site www.cash-assurance.dz. Cash Assurance, votre confiance et notre réussite. Voilà, retour sur le plateau avec Najib Mizi, qui est un coach, formateur en PNL et hypnothérapeute. Alors, à qui, je vous le disais tout à l'heure, donc vous vous adressez à des managers sans doute, qui viennent vous voir, et alors vous enseignez où exactement? En extérieur, chez vous? Comment ça se passe-t-il? Combien de temps durent ces formations et comment ressortent-ils le plus souvent? Bien. Vérité oblige. Bien sûr. Alors, j'enseigne entre Bougie et Alger, à Béjaïa, comme je vous le disais, donc j'enseigne dans mon propre centre de formation. Sur Alger, j'ai un partenariat avec une entreprise qui a un concept formidable, c'est un espace de coworking, ça s'appelle The Address. Et l'idée, en fait, c'est qu'on reçoit les personnes sur place, toute la logistique est prise en charge par The Address. Les formations s'adressent essentiellement à des gens qui sont dans les métiers de la gestion, du management, mais aussi de la communication, des ressources humaines. Je reçois aussi des enseignants. J'ai eu le plaisir de former récemment une enseignante de français qui est venue justement se former pour pouvoir dispenser une formation de meilleure qualité à ses élèves, pour pouvoir capter ses élèves. Et là, on parle de quelqu'un qui enseigne aux moyens. Et les formations ne durent pas très longtemps. Il faut savoir que le cursus en programmation neurolinguistique n'est pas un cursus qui s'étale sur des années, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. La formation qui permet d'introduire tout le programme certifiant dure 3 jours. 3 jours de 9h à 16h, pendant lesquels j'enseigne les bases de la programmation neurolinguistique en les utilisant. Ça veut dire que toutes ces techniques que j'enseigne, je les utilise pendant que je délivre le cours. Les exercices se font avec les étudiants.
on expérimente sur les étudiants, les étudiants expérimentent sur eux-mêmes pour voir d'abord comment ces techniques permettent d'opérer, quels résultats on peut obtenir, dans quelle direction on a plutôt intérêt à aller et quels sont justement les pièges à éviter, parce qu'il peut y en avoir de temps à autre. 3 jours, cela vous paraît suffisant? Alors, 3 jours pour une formation d'introduction, oui. C'est une formation qui est habituellement dispensée en 2 jours dans le circuit de la société de programmation neurolinguistique. J'ai préféré rallonger ça sur 3 jours parce que la première journée est consacrée au team building. Ça permet justement aux gens d'aller identifier leurs objectifs, d'aller creuser un peu au niveau des valeurs et de faire ce travail sur soi. On est un peu sur une formation thérapie en quelque sorte, même si je n'aime pas trop ce terme, mais on est sur une formation où on prend ces outils-là et on commence d'abord à les expérimenter sur soi. Est-ce que c'est un travail qui ne peut pas être fait par un psychologue de formation, tout simplement? Où est la différence? Alors, énormément de psychologues de par le monde font de la PNL. Et dans toutes les formations que j'ai faites en programmation neurolinguistique, il y avait systématiquement des psychologues qui venaient s'inscrire, faire ces formations-là. Donc en fait, on est là dans un segment de la psychologie. Effectivement. Et c'est un segment que le psychologue peut emprunter par sa formation, mais que vous-même, hors formation initiale en psychologie, vous pouvez emprunter, c'est ça. Et c'est là où vous vous rejoignez. Exact. Combien coûte votre formation? La formation que je dispense, de base. Alors, la formation de base est à 70 000 dinars. D'accord. Et les gens viennent, et vous n'avez pas cet a priori négatif qui consiste à dire que ça a l'air un peu trop facile, ça a l'air d'être des personnes qui veulent influer sur les cerveaux des gens, mais avec un côté éphémère des choses qui ne mènent à rien en réalité. Alors, j'aime bien le ça a l'air. Très souvent, justement, on peut avoir cet a priori avant même d'avoir testé. Et très souvent, ce qui ressort à la fin de ces formations, ce sont des constats où les gens vous disent « ma perception a changé ». Je perçois les choses différemment, je perçois mes objectifs différemment, je perçois mes valeurs différemment. Quand vous demandez à vos interlocuteurs la plupart du temps quels sont leurs objectifs, quels sont les buts, les finalités philosophiques derrière lesquelles ils courent, très peu de gens sont capables comme ça de but en blanc d'y répondre. Vous avez besoin justement de faire un travail de manière à décortiquer, de manière à aller explorer et comprendre. Alors, pour revenir un peu à cette relation entre la programmation neurolinguistique et la psychologie, il faut savoir que la programmation neurolinguistique est une discipline qui a été créée dans un asile psychiatrique. Alors Bandler et Grinder ont travaillé essentiellement sur des schizophrènes au tout début. On leur a confié des schizophrènes parce que dans le cadre de leur recherche, on a considéré que de toute façon ces personnes-là étaient des cas de toute façon désespérés. Et Bandler et Grinder ont eu ce génie d'aller travailler sur la perception des schizophrènes. Les schizophrènes sont des gens qui entendent des voix en permanence, des voix qui leur disent énormément de choses et des discours qui des fois ne sont pas très cohérents, congruents l'un avec l'autre. Et en allant travailler sur leur perception, l'intonation de la voix, le rythme, l'agencement des mots, la direction, à partir de laquelle on percevait ces voix, ils se sont rendus compte qu'en allant modifier la perception, on pouvait permettre aux gens d'aller avancer sur ces problèmes-là qui constituaient de gros obstacles pour eux. Maintenant, quand on y réfléchit, vous lancez un nouveau plan de restructuration dans une entreprise, vous lancez un nouveau système de rémunération par exemple. Vous avez des gens qui commencent à rejeter en bloc votre projet. Alors, vous avez beau ficeler ce plan, si vous n'allez pas discuter avec les gens, un par un, pour aller comprendre leurs préoccupations, dans quel cadre est-ce qu'ils sont en train de construire leurs appréhensions, vous ne pourrez pas faire avancer ce projet-là. Et pour l'avoir fait moi-même, pour avoir développé justement un système de rémunération et avoir eu à le vulgariser, à l'intégrer, à obtenir l'adhésion de
comme ça de tête 100 à 120 collaborateurs sur une très petite période. Lorsque vous partez décortiquer les appréhensions, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de subjectivité autour, des craintes, mais aussi des ambitions auxquelles il faut savoir s'adresser. Votre exercice s'exerce mieux quand il s'agit, vous avez dit, on va voir un par un. Quand on l'exerce sur une personne ou quand on peut l'exercer de manière massive sur le groupe? Alors, lorsque vous les techniques exercez, sont différentes. les techniques sont différentes. Quand vous exercez un par un, vous êtes sur du coaching, effectivement. L'avantage avec le coaching, c'est que ce ne sont pas des recettes toutes prêtes, toutes faites. Vous avez besoin d'aller... Mais si on peut aller plus vite sur le groupe, on va sur le groupe. Alors, on peut aller sur le groupe, on peut aller sur des thématiques où on va décortiquer d'abord les stratégies qui sont communes au groupe. Je vous donne un exemple. Chaque année, je donne un séminaire caritatif à Béjaïa. L'objectif est de vulgariser la discipline, mais aussi et surtout de lever des fonds, des denrées alimentaires pour des associations caritatives. Le séminaire dure environ 3 à 4 heures. Sur ces 3 à 4 heures, on a à peu près 1h30 de transe collectif, d'hypnose. Je sais que les gens tiquent quand ils entendent le mot transe, mais la transe est le nom scientifique de l'hypnose. Et l'exercice de transe, l'exercice d'hypnose collective vient toujours à la fin du séminaire. Pendant le séminaire, j'échange avec les gens. Donc ça permet de prendre le pouls un peu de l'audience, des préoccupations qui sont les plus partagées, des appréhensions et puis du cadre dans lequel les gens réfléchissent. Et ensuite, lorsque vous allez sur cet exercice d'hypnose, l'idée en fait avec l'utilisation des stratégies PNL, c'est que vous allez sur des métaphores. Le langage est précis et vague en même temps. On parle à la subjectivité des gens. Et lorsque vous donnez une suggestion, parce qu'on parle de suggestion et non pas d'instruction hypnotique, lorsque vous donnez une suggestion à la personne, c'est plutôt la stratégie qui importe. Lorsque vous dites à quelqu'un que pendant cet exercice, il va imaginer qu'il descend un escalier pour aller à la recherche de ses valeurs. Certains descendent un escalier, d'autres prennent l'ascenseur, d'autres s'imaginent sur un nuage, d'autres s'imaginent en train de rédiger justement un manifeste avec une liste de valeurs. Et donc, lorsque vous êtes sur du collectif, vous avez besoin d'énormément d'interactions. Voilà la seule différence. L'hypnose, pour en revenir à elle, elle peut s'exercer aussi sur le groupe? Oui. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Est-ce que l'hypnose fonctionne avec tout le monde? À Absolument partir du moment tout le monde. où on se prête au jeu, c'est bien ça? Absolument tout le monde, à partir du moment où on se prête au jeu. J'aime bien le fait que vous releviez ça. Beaucoup pensent que l'hypnose relève de la magie, d'un pouvoir, d'un ascendant qu'on pourrait avoir sur les gens. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez un cerveau, vous êtes hypnotisable. Beaucoup décrivent l'état d'hypnose comme un état de conscience modifié. En PNL, on aime à décrire l'état de conscience comme un état d'hypnose modifié. On passe beaucoup plus de temps sous hypnose qu'en état de conscience. Quand vous conduisez, vous avez toujours ce moment-là où, après avoir doublé une voiture, vous vous rendez compte que c'est un peu comme si vous n'étiez pas là. C'est un peu comme si votre corps avait pris la décision, que vous aviez fait votre manœuvre, mais que quelque part vous étiez en pilote automatique. Lorsque vous lisez, il vous arrive des fois, au bout de 2-3 pages, de vous rendre compte que vous n'étiez pas là. Et pourtant, la main a continué à tourner les pages, les yeux ont continué à parcourir les lignes. Vous revenez en arrière en vous disant « j'ai raté les 2 dernières pages sur mon roman ». Vous relisez et toutes les informations sont déjà là. Très bien, je suppose que pour vous rendre crédible, vous avancez votre formation. Vous avez parlé donc de M. Bandler, c'est ça? Exactement. Une formation qui a récemment été remise en cause à votre rencontre. Je voudrais que vous vous défendiez sur ce plateau à ce niveau-là. Alors, qu'en est-il réellement? Si on dit que vous avez les connaissances voulues, mais que vous pouvez trouver dans les livres et sur YouTube, on dit par contre que le processus de formation n'a pas été encore achevé à votre niveau. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, à partir du moment où vous
passez, vous abordez le domaine public, vous devenez une personnalité publique et donc vous êtes forcément attaquable. Je communique essentiellement sur les réseaux sociaux, c'est ouvert et heureusement c'est ouvert à absolument tout le monde et tout le monde peut émettre un avis. Alors je vous rassure, quant à ma formation, j'ai le privilège de compter parmi les 3 uniques, alors je vais le dire en anglais, ensuite je traduirai, Licensed NLP Coaching Trainer. Alors je ne suis pas uniquement coach, je suis formateur agréé de coach PNL. C'est une formation, un cursus dans lequel je me suis investi corps et âme. Alors, des connaissances qu'on retrouverait dans les livres, oui, et heureusement, il y a énormément de connaissances qui sont disponibles sur le net, sur YouTube aussi. Mais en réalité, quand on a des talents, à la rigueur, on pourrait s'abstenir même d'avoir ce type de formation à partir du moment où on influe de bonne manière, bien entendu, après avoir quand même étudié par soi-même les techniques de Bandler ou d'autres. Je voudrais juste, avant de terminer, vous dire aujourd'hui, est-ce que ce métier, cette profession est organisée? Je vois que ça passe dans tous les sens. Et effectivement, il est clair que je suppose qu'il y a un vide juridique qui entoure cette profession et que les niveaux qui s'exercent, qui s'avancent dans ce métier-là, sont bien différents. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette corporation et sans doute ce besoin de l'organiser ou non? Faut-il l'organiser ou non? Alors, vous avez tout à fait raison d'évoquer ce vide juridique. Lorsque vous voulez vous installer à titre de coach ou de consultant, on terminera par là. Très bien. Lorsque vous voulez vous installer à titre de coach ou de consultant, vous prenez un registre du commerce et on ne vous demande pas de certification ou de diplôme. Vous avez ce registre du commerce. C'est effectivement ouvert à absolument tout le monde. C'est un métier qui peut-être est nouveau, en pleine ébullition, mais les choses finiront par se décanter. La démarche que j'ai eue justement était d'aller faire cette formation, me faire certifier et me faire agréer par la plus haute instance dans la corporation. C'est ce qui permet justement d'avancer des formations crédibles qui obéissent à des standards reconnus à l'international. Il faut savoir qu'en programmation neurolinguistique, vous avez 2 instances. Vous avez l'INLPTA, géré par John Grinder, vous avez la SNLP qui est gérée par Richard Bandler. Ensuite, localement en Algérie, oui, je pense que pour peu que les gens aient l'intelligence d'aller vers le rassemblement, vers l'échange mutuel, je pense que de belles choses nous attendent. Des initiatives. Une dernière chose, est-ce que la PNL ne gagnerait pas à être enseignée? À partir de quel âge on peut enseigner ça? C'est à quel niveau de maturité on peut l'enseigner? Est-ce qu'on ne peut pas gagner à le faire dès l'école? Alors, en ce sens, il y a un livre formidable qui s'appelle Teach in Excellence, qui a été écrit par Kate Benson et Richard Bandler, qui enseigne des stratégies toutes simples de PNL à utiliser dans l'apprentissage du calcul, dans l'apprentissage de l'orthographe, de l'écriture, dans l'apprentissage de la mémorisation. Oui, effectivement, l'utilisation de la PNL gagnerait à être élargie le plus tôt possible. Oui. Nadim Mizzi, merci infiniment de tout cet éclairage et je vous souhaite bon vent dans la PNL et l'hypnose. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'aimerais bien vous hypnotiser à partir de ma position. Je vous dis à la semaine prochaine et merci de votre attention.